aujourd'hui. Et je saisis l'occasion pour remercier CTIB de nous avoir accompagnés dans ce projet de partenariat stratégique entre Tijara et Imanor. Je voudrais remercier Simounir aussi pour sa contribution donc, à la valeur ajoutée apportée à Tijara durant ces dernières années et surtout de sa forte contribution cette année dans un contexte assez particulier. Profiter de l'occasion pour remercier aussi les membres du bureau ainsi que tous les membres de Tijara qui sont aujourd'hui connectés autour de ce webinaire. Clairement, il m'échoit aujourd'hui ce privilège de représenter la Fédération Tijara autour de ce webinaire en vue d'officialiser et de sceller un partenariat stratégique entre Imanor et notre Fédération Tijara 2020. Ce partenariat, bien entendu, revêt à notre sens une importance capitale en ces temps particuliers que nous vivons depuis le mois de mars 2020, sachant que le processus de normalisation ou le concept de normalisation devient un outil primordial, un outil stratégique, un outil important en vue d'accompagner à la fois le développement, d'accompagner à la fois le pilotage et d'accompagner la supervision de nos différentes commerciales et des activités de service autour desquelles nous sommes aujourd'hui articulés. Ce partenariat CPIB, pour nous, revêt aussi une importance extrêmement importante du fait qu'il contribue d'une manière frontale, d'une manière principale à l'encadrement et à la protection de notre capital humain, qui est en fait au centre de nos priorités au quotidien, au sein de nos activités respectives et pour l'esprit et la stratégie et la vision de l'ensemble de nos membres. Ce webinaire, pour nous, a plusieurs objectifs, si vous le permettez. Tout d'abord, clairement aligner notre stratégie commune et notre vision d'être accompagnés mutuellement par votre honorable organisme dans le cadre des différents projets qui ont été initiés par nos équipes respectives. Apporter un pont entre vous et nos membres à travers de l'accompagnement, de la formation et de la sensibilisation. Bien entendu, être ouvert de part et d'autre au développement de d'autres thématiques qui pourraient être contributives en termes de création de valeur, surtout de valeur ajoutée, à la fois pour l'administration et pour nos membres, bien entendu. Donc, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute, et à partir de là, donc, nous pourrions ouvrir tous les chantiers que vous souhaiteriez être opportuns pour pouvoir sceller ce partenariat à travers ce projet de convention qui ont été validés de part et d'autre et donc qui seraient soumis dans peu de temps à des signatures respectives. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et la parole est à Sdimonet. Allô? Oui, oui. Donc je vais prendre en fait la parole pour introduire un petit peu de la conférence. Donc je tiens d'abord à remercier au nom de la commission Imanor, la direction et le secrétariat à la fédération pour avoir rendu possible cette conférence, surtout effectivement dans le contexte dans lequel nous vivons. Alors l'objectif de cette conférence, c'est pas de vanter des mérites d'une solution, d'une certification miracle qui est imparable au Covid. C'est surtout de partager des bonnes pratiques, des expériences vécues qui, espérons, pourra contribuer à un peu plus d'anticipation, d'autre part, là, un peu plus à moins subir des événements, ou là, à plus rassurer les employés ou là, les clients. Alors, pour essayer de tenter de répondre à cet objectif, donc c'est Taibi, qui est le directeur de l'Institut de normalisation marocaine, que je remercie beaucoup pour sa présence et surtout sa mobilisation, nous expliquera dans un premier lieu quelle est la valeur ajoutée à une démarche d'une certification ou là, de labellisation, ou d'une normalisation pour une entreprise. Hein. Ensuite, pour revenir dans le contexte pandémique, il va nous présenter un petit peu la genèse et le contenu du label Tassel. Par la suite, c'est Jory, qui est notre expert au niveau de la commission Imanor, que je laisserai bien sûr le soin de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, de nous donner un aperçu, mais cette fois-ci un peu pédagogique, c'est-à-dire une implémentation réussie d'un référentiel Tassel,
Il a accompagné un certain nombre d'entreprises sur le terrain pour aider à la labellisation, donc il va pouvoir aussi faire profiter de son retour d'expérience sur un petit peu les bonnes pratiques, les travers qu'il a vus sur le terrain, ainsi de suite. Donc, comme l'a précisé Monsieur le Président, donc effectivement, nous sommes en train de signer actuellement une convention avec Imanor, mais c'est loin d'être un aboutissement en soi. C'est avant tout un cadre de travail qui va nous permettre d'avancer efficacement vers les objectifs qu'on s'est fixés, et la fédération et la commission, entre autres par la normalisation de le secteur de la distribution avec effectivement création d'un label. Alors, pour le bon déroulé de la conférence, je vous prierai d'intervenir qu'après les deux interventions, les deux présentations, TAC Taïbé et TAC Siduri. Entre-temps, je vous remercierai de tous couper les micros. Maintenant, c'est clair, vous pouvez nous envoyer par chat vos questions au fur et à mesure. Moi, j'en ferai à la fin des présentations une synthèse. Et avec le temps qui nous restera, on va essayer d'ouvrir le débat et donc on laissera la main à tout le monde. Et bon, pour un peu plus de discipline, essayer d'activer avec la levée de main en fin au début du débat pour que chacun puisse prendre la parole. C'est Taïbé, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Sissazi. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président et le bureau de la Fédération qui ont donné à l'Imanor cette occasion d'échanger avec vous et de vous confirmer, comme toujours, notre disposition à collaborer ensemble pour l'image de notre pays et aussi pour permettre aux opérateurs du secteur et de votre fédération de tirer profit des outils qu'offrent la normalisation et la certification. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour vous faire profiter des outils existants déjà, mais aussi de concevoir avec vous, en collaboration avec vous, d'autres outils qui permettront de vous faciliter la tâche dans le cadre de l'exercice de vos activités, mais surtout, et c'est très important, et là je commence à parler des avantages des normes, surtout d'assainir le secteur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes pratiques, mais il y a aussi de pratiques qui risquent de nuire à tout le secteur. Et là, la norme peut, au sens large, pas uniquement au sens de Covid-19, mais la norme et la certification apportent beaucoup de moyens de protection, permettront d'évoluer dans des conditions saines et d'assurer une concurrence saine et loyale. Je voudrais, si ça ne vous dérange pas, de parler un petit peu de l'Imanor, vous présenter l'Imanor pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, je ne le présente pas le site du Réussite Saisie, bien sûr. Donc, ils peuvent le compléter, ils peuvent compléter ce que je vais dire sur l'Imanor. Donc, nous sommes une institution publique, un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Industrie. L'Imanor a été créé, a démarré plutôt en 2014, a démarré côté budget en 2014 parce qu'on existait depuis longtemps, parce qu'on travaillait avant au sein du ministère de l'Industrie, une structure intégrée au ministère. Et après, le gouvernement a décidé de nous donner l'autonomie et on est sortis tous du ministère pour gérer ou pour assurer le fonctionnement de cet institut et pour apporter suffisamment de souplesse et permettre à l'Imanor ou à l'activité de normalisation de donner des réponses appropriées et rapides aux différents secteurs d'activité, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'objectif de permettre à notre économie de bénéficier des apports que peut donner ces activités. Alors, l'Imanor est administré par un conseil d'administration composé de secteur privé, de secteur public et de la société civile. Donc, on trouve, pour le secteur privé, on trouve la CGEM, on trouve les fédérations des chambres de commerce et on trouve également des laboratoires, des établissements de recherche scientifique. L'objectif, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, pas uniquement dans la gestion des activités, mais dans la conception de la politique de normalisation au Maroc. Bien sûr, ça ne fonctionne pas comme il faut maintenant parce qu'on cherche toujours cette implication effective, mais au moins le cadre le permet et il se pourrait que dans le futur, il y aurait une contribution, mais surtout une expression de besoin et une inquiétude pour pouvoir orienter la norme dans le sens de l'intérêt des opérateurs. Alors, nos activités, bien sûr, on fait les normes. Notre métier principal, c'est la normalisation. Donc, on élabore les normes. Nos normes touchent tous les secteurs productifs, tous les produits et les services.
Alors, pour élaborer les normes, on ne réinvente pas la roue. Donc, notre rôle principal, à l'instar de tous les organismes de normalisation, c'est d'importer les bonnes pratiques internationales, de les transposer au Maroc en collaboration avec les opérateurs économiques. Et donc, après la normalisation, il y a la certification. C'est l'objectif aussi d'une norme, c'est de permettre à ceux qui s'y conforment de se distinguer de la concurrence et permettre aussi aux acheteurs ou aux clients d'identifier le produit qui répond le mieux à des critères prédéfinis dans des normes. Donc là aussi, on gère des schémas de certification. Donc nous avons beaucoup de schémas de certification, on pourrait en parler par la suite. Et aussi, nous avons l'activité de formation. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc les normes ne sont pas toujours faciles, elles sont souvent génériques. Il faut un savoir-faire pour pouvoir les appliquer. Donc, nous, on offre cette formation. Ça ne veut pas dire qu'on est plus compétent que les autres, mais on offre une plateforme. Nous, notre rôle, c'est de rapprocher la compétence du besoin. Donc, nous avons un réseau de compétences venant de l'extérieur. Ce sont des auditeurs, des formateurs qui sont externes. On les identifie, on les qualifie et on les propose aux entreprises qui souhaitent être formées. Donc, on rassure la conformité ou la compétence de la prestation apportée. Et là, c'est notre principal rôle. Nous avons une autre mission, c'est l'information. Donc, l'information, ça veut dire pour pouvoir anticiper, pour pouvoir accompagner les mutations ou intégrer les changements qui interviennent au niveau international, il faut en être informé. Et les normes sont souvent le meilleur moyen qui véhicule cette information. Donc nous, vu notre proximité à ce domaine, vu notre réseau international et régional, nous avons accès à plusieurs informations normatives et on la met à la disposition des opérateurs économiques à la demande où on anticipe parfois en identifiant une norme importante pour un secteur donné. Nous avons également une mission, c'est de représenter le Maroc auprès des organisations internationales et régionales de normalisation. Donc la norme n'est pas faite pour le Maroc, le produit n'est pas fabriqué pour le Maroc, donc il est soit fabriqué à l'extérieur et importé pour être distribué au Maroc, donc il doit respecter les normes, soit fabriqué au Maroc pour être distribué je ne sais pas où, donc il n'a pas de frontières, mais pour pouvoir accéder surmonter tous les obstacles, il doit répondre à des normes et à des critères. Et nous, on représente le Maroc auprès des instances internationales pour pouvoir être informés à temps et ramener cette information pour la mettre à la disposition des opérateurs économiques intéressés. Donc, les principales missions de l'IMANOR, alors parmi les schémas les normes qu'on avait élaborées, donc il y a plusieurs normes. Les gens toujours confondent les normes avec les systèmes de management. Nous avons à peu près 15 500 normes, 15 500 normes marocaines. Et sur ces 15 500 normes, il y a moins de 100 normes qui concernent le management. Parce que les gens, lorsqu'on dit normes, ils disent « Ah oui, la certification, c'est la qualité, c'est ISO 9001. » Non, la certification, c'est le produit, c'est le service. Et il y a d'autres aspects qui sont aussi certifiables et normalisables. Et nous, nous avons adopté ces normes au niveau national. Nous avons des schémas de certification aussi, une quarantaine de schémas de certification. Vous connaissez le ciment, le fer à béton, les produits électriques, les carreaux de revêtement. Tout ça, ce sont des produits certifiés par l'IMANOR. Les derniers exemples de certification, ce sont les masques de protection et les visières, les blouses et combinaisons. Et nous avons également le label Halal, donc vous le connaissez très bien. Donc c'est un label qui a été aussi mis en place par l'IMANOR sur la base des pratiques internationales pour pouvoir intéresser et l'opérateur et le consommateur marocain et étranger. Nous avons également lancé d'autres certifications à la demande des opérateurs économiques. Donc chaque fois, par exemple dans le domaine médical, nous avons été sollicités par des exportateurs qui souhaitaient avoir des certifications sur les substances actives. Donc, on les a accompagnés pour le faire. Donc, voilà, là, pour faire l'enchaînement avec le rôle de la norme, c'est un outil. La norme n'est pas une fin en soi. La norme est là comme outil qui a pour première mission, c'est d'être informé sur les bonnes pratiques internationales. Qu'on aura la possibilité de les suivre maintenant ou non, c'est une autre question, mais on saurait au moins dans le cadre de notre secteur d'activité quelles sont les bonnes pratiques régissant cette activité au niveau international. Donc le moyen le plus approprié ou le plus fiable
qui pourrait vous informer avec beaucoup d'objectivité et de neutralité, c'est les normes. Donc les normes, pourquoi? Parce que la norme est établie selon un consensus international. Donc il n'y a pas donc il y a un équilibre d'intérêt. Donc la norme, c'est un outil, c'est un document qui traduit, qui convertit ou qui traduit dans un moment donné les bonnes pratiques dans un document qui n'a pas de limite en termes d'évolution. Et la norme, elle est soumise à un mécanisme d'évolution qui lui permet d'être actualisée et d'être mise à jour régulièrement. Pourquoi? Pour refléter en permanence l'état de la technologie. Et là, le rôle de l'opérateur est très important parce qu'il ne doit pas, et c'est le cas au Maroc malheureusement, on considère toujours que les normes, c'est une affaire de l'État. On attend ce que l'État décide dans des normes pour pouvoir les suivre. Les normes, au niveau international, c'est une émanation des professionnels et l'État leur offre un processus pour leur faciliter la tâche et leur permettre d'aboutir dans le processus de normalisation dans les meilleurs délais. Donc les normes, leur rôle, vous l'avez vu, dans le cadre du Covid-19, nous avons été, notre ministère de tutelle nous a demandé d'intervenir vite parce qu'il y a eu beaucoup de masques sur le marché qui ne respectaient pas des normes. Donc, il nous demandait d'établir rapidement une norme, une spécification pour pouvoir instaurer une organisation sur le marché dans l'intérêt de deux parties. Dans l'intérêt, bien sûr, du consommateur ou du citoyen, la norme lui permettra de faire un bon choix et de s'assurer que le produit est apte à l'usage auquel il est destiné, mais également dans l'intérêt du producteur qui fait le bon produit. Donc, il aura la possibilité de se distinguer de la concurrence et d'affronter la concurrence avec beaucoup de chances de réussite ou avec un Mekangolo Ras Barfoua. Il n'a pas peur parce qu'elle déclare qu'il est conforme à la norme. Alors, la certification, c'est une traduction de tout cela. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir confirmer votre aptitude et votre capacité, il faut le faire à travers la certification. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le domaine de la production, si vous posez la question aux gens, aux opérateurs, pour leur dire est-ce que vous faites de la qualité, 80% vont vous répondre oui. Si vous passez à l'évaluation et vous testez ce qui est fait, vous allez trouver malheureusement moins de 10% qui font vraiment de la qualité. Parce que la qualité se mesure. Il n'y a pas de qualité déclarée. Il y a une qualité qui est mesurée par rapport à des normes. Pourquoi? Parce qu'on fait la qualité pour le marché. Et le besoin du marché, pour satisfaire le marché, il faut satisfaire ses attentes. Et les attentes du marché sont généralement exprimées dans des normes. Donc le fait de se conformer à la norme et de prouver cette conformité par le biais de la certification rassure le fabricant sur sa capacité, lui donne plus de confiance, mais rassure également le consommateur sur l'exactitude des déclarations du producteur. Lorsque je dis producteur, ça englobe produits et services. Donc la norme aujourd'hui, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières, il touche tous les aspects. Alors l'exemple aussi pour l'export, Mounir ou Sitsazi connaissent très bien le label halal, donc nous l'avons mis en place à la demande des opérateurs pour pouvoir accompagner les exportateurs et l'espace je vous donne un exemple, un indicateur. Nous avons lancé la certification des produits depuis 1994. Jusqu'à présent, nous avons moins de 120 références certifiées. 120 références certifiées. Alors, nous avons lancé le label halal en 2013, il y a à peu près 7 ans. Nous avons plus de 300 références certifiées, à peu près 150 entreprises, mais plus de 500, je dirais 500 références certifiées. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché. C'est pas parce qu'il y a un consommateur averti au niveau des marchés d'exportation. Parce qu'il y a une réglementation limitative. Il y a une rigueur, il y a une exigence. Alors nous, notre appel toujours dans nos séminaires et nos actions de sensibilisation, on demande aux opérateurs d'anticiper. La norme, c'est un investissement sûr. La certification, c'est un investissement sûr. Ça peut paraître coûteuse au début, mais le fait d'adhérer à la certification, ça donnera pas uniquement ça ne donnera pas uniquement une garantie à l'acheteur, au consommateur, mais au chef d'entreprise lui-même, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage au sein de l'entreprise. Et l'audit par une tierce partie permet au chef d'entreprise
d'instaurer une rigueur au sein de son organisation, d'être sûr que tout ce que font ses employés, ses collaborateurs est bien, que tout a été bien organisé. Et là, c'est un apport idéal. Donc, on n'attend pas à ce qui se fait aujourd'hui au Maroc, malheureusement. On attend à ce que l'exigence soit imposée de l'extérieur pour pouvoir se lancer. Et là, c'est bien pour l'export ou pour avoir un marché, mais ce n'est pas important pour la durabilité et pour la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est un appel aussi lancé à votre fédération pour, et vous avez de la volonté de le faire, pas de découvrir pour découvrir les avantages de la certification à court terme, pas uniquement à moyen et à long terme, même à court terme, ça permettra d'instaurer une image. Et toujours lorsqu'on parle de la qualité, on trouve en Europe et aux États-Unis des organisations qui n'ont pas de clients, mais elles mettent en place la qualité. Pourquoi? Parce que la qualité, elle mène dès sa mise en place le combat contre les coûts de la non-qualité. Parce que selon toutes les études, il y a plus de 30% des coûts de non-qualité dans toute organisation. Donc le fait de mettre en place une démarche qualité, ça pourra vous aider. Bien sûr, une bonne démarche qualité. Et là, on peut revenir sur ces questions parce qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises ou d'opérateurs qui cherchent une qualité pour un tapage médiatique. Donc là, on trouve des certificateurs qui certifient pour la complaisance. Et là, c'est dangereux pour les deux parties, mais surtout pour les l'image du Maroc. Donc les gens perdent confiance en certification, perdent confiance dans les acteurs et la certification se perd dans ses pratiques. Donc là, lorsque je dis l'entreprise doit respecter un certain nombre de règles, le certificateur doit également respecter un certain nombre de règles, la compétence, la crédibilité, l'impartialité, l'indépendance, tous ces éléments et ces principes doivent être assurés pour pouvoir donner une certification méritée et donner une reconnaissance méritée. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne l'Imanor et les avantages de la certification. On peut revenir un peu plus sur le débat et je peux passer maintenant si vous n'avez pas d'objection. C'est Taïbé. Avant de donner la main à Sedjoui, est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement le label Tahsen en quelques mots? Alors, j'ai une présentation, bien sûr. Je vais la partager avec vous par la suite. Maintenant, même, je ne vais pas lire toute la présentation, je vais parler de vous. Vous voyez, vous avez la présentation, c'est ça, c'est l'écran. Oui, tout à fait, oui. Donc, Tahsen, vous parlez de la naissance de Tahsen. Donc, vous l'avez vu, nous, au début de mars, nous sommes lancés dans des produits Covid-19. Donc, nous avons élaboré les normes sur les masques de protection en tissu non tissé. Nous l'avons suivi par des normes sur les visières de protection et aussi des normes sur les blouses et combinaisons. Et après, on a parlé de déconfinement au mois de juin. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs parties qui voulaient proposer des outils pour pouvoir assurer la reprise dans des conditions sanitaires maîtrisées. Donc, nous, on s'est dit pourquoi pas aussi proposer un outil pour intéresser l'entreprise et pour aussi être crédible vis-à-vis de l'entreprise et éviter qu'il soit induit en erreur par d'autres intervenants. Et nous avons fait des recherches à gauche et à droite et nous avons saisi aussi l'occasion de la publication d'un protocole sanitaire publié par le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Emploi. Nous avons intégré ce protocole dans un référentiel et on a enrichi le référentiel avec des dispositions normatives inspirées des normes relatives au management et au système de management. Et nous avons proposé ce label Tahsen, c'est-à-dire un référentiel qui permettrait, en cas de respect de ce référentiel, de bénéficier d'une labellisation. Donc, il s'appelait Tahsen. Tahsen, vous connaissez le mot arabe Tahsen, donc Tahsen, et on l'a appelé les bonnes pratiques sanitaires. Ça veut dire assurer la continuité avec des bonnes pratiques sanitaires. Et l'objectif, c'était bien sûr d'assurer la reprise dans des conditions maîtrisées, mais également, on veut que ce Tahsen reste toujours, parce qu'il y aurait toujours des problèmes sanitaires, des risques sanitaires. Donc, on veut que ce Tahsen soit intégré dans le management de l'entreprise. En d'autres termes, ça va résoudre, Inch'Allah,
reprise dans le cadre des déconfinements successifs, mais également, après, les entreprises qui ont des systèmes de management de sécurité ou de qualité peuvent intégrer aussi le processus de maîtrise sanitaire pour pouvoir maîtriser les risques sanitaires. Alors, je ne vais pas parler de l'objet, etc. Donc, le domaine d'application, c'est l'objectif, c'est assurer la reprise de la continuité de l'activité. Donc, j'ai parlé du protocole. Donc, il s'adresse à tout organisme. Donc, tous les organismes peuvent être labellisés Tahsin. Donc, il y a la première chose, c'est l'engagement de la direction. Là, c'est aussi ces prises des normes internationales. Donc, il faut un engagement. Donc, le Tahsin, le label Tahsin n'est pas mis en place parce que les employés ont peur ou veulent mettre en place des mesures de protection, mais parce que le chef d'entreprise est conscient de sa responsabilité pour assurer la continuité de l'activité, mais également la sécurité des employés. Et pourquoi la sécurité des employés? Parce que conformément au Code du travail, le chef d'entreprise a cette responsabilité, et c'est pourquoi le ministère de l'Emploi a été signataire du protocole sanitaire. Alors, nous avons l'étape de planification. Donc, on demande, l'entreprise doit avoir un plan de prévention sanitaire, un plan de prévention qui doit aborder beaucoup d'aspects. Donc, parce que l'approche, c'est une approche préventive. Donc, les axes nécessaires qui doivent nécessairement figurer dans le plan de prévention sanitaire, c'est l'évaluation du risque de contamination du milieu de travail, donc couvrant le personnel, les sous-traitants, les usagers et les visiteurs. Donc, il faut identifier les risques. Donc, cette approche, identification de risque de contamination. Alors, bien sûr, les nouvelles modalités d'organisation pour contenir les risques de contamination. Quelles sont les modalités mises en place pour contenir ce risque? Les mesures spécifiques découlant notamment des directives des autorités compétentes, parce que nous avons le protocole, mais de temps en temps, surtout au moment de confinement, il y avait toujours des notes, des circulaires, des directives des autorités. Donc, il faut que le système ou le plan sanitaire puisse intégrer toutes ces nouveautés et toutes ces nouvelles exigences. Donc, la formation, bien sûr, la sensibilisation, parce que toute l'approche est basée sur l'adhésion du personnel. Et bien sûr, il y a l'engagement de la direction, mais il y a l'adhésion du personnel. Donc, il faut le sensibiliser pour lui montrer ou pour lui démontrer qu'il est important qu'il adhère à ses efforts. C'est important pour lui et pour l'équipe dans laquelle elle travaille. Les modalités de prise en charge d'un membre du personnel présentant des signes d'infection. Donc, on suppose qu'on est dans des cas d'infection. Donc, il faut que le plan mette en place les modalités de prise en charge. Alors, après, il y a les rôles et responsabilités. Donc, nous avons introduit trois instances, je dirais, de gouvernance de ce système. Donc, il y a le représentant de la direction. Donc, à l'instar de tous les systèmes de management, nous avons besoin toujours d'un interlocuteur, d'un représentant qui va porter le message ou l'instruction de la direction générale, mais également qui va rendre compte à la direction de la performance et de l'état de mise en œuvre du système. Nous avons également des référents sanitaires parce que, surtout dans des situations où on a plusieurs équipes de travail, donc ou plusieurs zones de travail, donc on ne pourra pas travailler avec des représentants de direction pour chaque équipe ou pour chaque zone, mais on aurait des référents qui portent aussi, qui sont responsables de la mise en œuvre ou qui représentent le représentant de la direction. Nous avons également un comité de risque sanitaire qui supervise ce processus. Donc, pour identifier, par exemple, les risques sanitaires, ce n'est pas uniquement la responsabilité du représentant de la direction, mais ça doit faire l'objet de débats, de discussions, d'échanges dans le cadre d'un comité qui regroupe toutes les parties concernées. Nous avons également la partie formation, sensibilisation, nous l'avons vu dans le plan de prévention, mais ici, ce sont des réalisations pratiques. Donc, la formation des référents sanitaires et du comité des risques sanitaires, ils doivent être formés sur le secourisme, sur les dangers, sur l'hygiène, etc. Parce que c'est eux qui vont transférer ce savoir-faire aux employés.
Nous avons également des actions de sensibilisation qui doivent être planifiées et menées au sein de l'entreprise en continu. Et bien sûr, la communication auprès des parties intéressées, internes et externes. Lorsqu'on dit externe, donc c'est bien sûr les sous-traitants, les clients, les fournisseurs, mais également les autorités sanitaires, les autorités publiques, etc. Donc il faut un système de communication interne et externe qui permettrait de contenir ce risque et de le maîtriser. Alors, nous avons également la partie la plus lourde ou la plus opérationnelle. Il y a le chapitre 7, c'est la maîtrise opérationnelle. Donc, on l'a appelé maîtrise des risques sanitaires. Et là, on retrouve pratiquement tout le protocole des ministères. Donc, on le retrouve ici parce qu'il couvre des mesures d'ordre général, bien sûr, mais la sensibilisation et la communication à tous les lieux de travail, l'organisation des espaces de travail, donc comment doivent être aménagés, comment doit être organisé, les horaires de travail, par exemple, distance, décaler les équipes, etc. Donc, il y a aussi, dans le référentiel, on propose beaucoup de bonnes pratiques qui permettront de limiter ou de réduire le risque de contamination. Nous avons les règles d'accès au site, donc vous le connaissez, donc la désinfection, l'ordre, etc., la distanciation. Il y a un processus de désinfection qui concerne tous les lieux qui sont qui sont destinés à accueillir le public, à savoir les salles de réunion, les salles de travail, etc. La restauration, le transport du personnel, les autres mesures sanitaires, bien sûr, et l'achat et la sous-traitance. Donc, tous ces aspects-là sont traités point par point, avec pour chaque point les recommandations qui sont prévues. Donc là, je ne peux pas, vous aurez le référentiel, vous pouvez lire le détail. C'est très détaillé et parfois on trouve même des redondances, mais qui sont toujours positives. Le chapitre 8, c'est la prévention et gestion des situations d'urgence et ça a été vu dans le plan aussi de prévention sanitaire, mais là, c'est en cas de situation réelle de contamination. Donc, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et tester périodiquement des procédures pour la prévention et la gestion des situations de prise en charge du personnel présentant des symptômes. Donc ça, c'est comme dans les normes de management environnemental et de la santé et sécurité au travail. Ce sont la compréhension des situations d'urgence et la capacité à réagir. Donc, quelles sont les procédures prévues pour réagir en cas de problème? Alors, il y a bien sûr, comme à l'instar de toutes les normes, l'amélioration. Donc, on aura un système, mais il faut l'améliorer. Donc, avec un programme d'évaluation afin de s'assurer de la mise en œuvre effective du plan de prévention. Donc, c'est-à-dire, on fait la route des mines, on avait la planification, nous avons la maîtrise opérationnelle, nous avons l'évaluation, on fait l'évaluation et les non-conformités constatées par les référents sanitaires ou soulevées lors des évaluations internes doivent être prises en charge. Également, l'organisme doit établir un programme de réunion du comité risque sanitaire. Donc, il y a un comité, c'est comme la revue du processus. De temps en temps, ce comité qui est opérationnel et qui est sur le terrain doit passer en revue les pratiques, les procédures, etc. pour voir comment on peut les améliorer. Et bien sûr, il y a la revue de direction, donc, parce que la direction s'est engagée, elle a désigné un représentant qui a mis en œuvre un système. Donc, il faut rendre compte à la direction pour voir s'il y a des actions d'amélioration à apporter pour boucler la route de 10 000 et boucler la route de l'amélioration continue. Donc, et la périodicité de revue de direction doit être d'un mois dans la première période de mise en place et après, elle va passer à une périodicité ne dépassant pas 6 mois. Donc, voilà le référentiel, vous pouvez le télécharger rapidement. Donc, le processus, la demande, bien sûr, c'est un label volontaire, c'est à la demande. Donc, on dimensionne l'audit en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de ce processus. Donc, il confirme la demande, on examine la recevabilité, après on réalise un audit initial. Donc, dans l'audit initial, on se consacre au chapitre 7 et 8. Le chapitre 7, c'est la maîtrise opérationnelle, la maîtrise des risques sanitaires, c'est-à-dire le protocole, parce qu'on ne peut pas accorder le label sans respect du protocole ministériel. Et le protocole, elle est dans le chapitre 7, donc on exige à ce qu'au début, on doit respecter le chapitre 7. Et le chapitre 8, c'est la prise en charge des cas de contamination. Donc, ces deux sont nécessaires pour pouvoir accéder au label. Donc, on donne, si on passe avec succès l'audit de ces deux chapitres, on peut avoir provisoirement le label Tahsin.
Et bien sûr, s'il y a des non-conformités, on peut engager des audits complémentaires pour voir si ces conformités sont levées. Au plus tard, un mois. Donc, un mois, on revient pour voir si les autres dispositions, à savoir les référents sanitaires, le comité de direction, etc., sont mis en place et fonctionnent très bien parce que l'entreprise aura un mois pour régler ses problèmes de management. Il y a des entreprises qui souhaitent avoir en même temps les deux audits, et là, elles sont libres de le faire. Nous, on leur donne le droit d'attendre un mois, mais s'ils décident, de le faire immédiatement, nous, on n'a pas de problème. Et après ce deuxième audit, on confirme le label. Et après 6 mois, on revient pour confirmer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idéal, c'est de s'approprier de ce label et de l'intégrer dans le processus d'un processus existant. Parce qu'on ne peut pas continuer l'entreprise aussi ne peut pas gérer la lourdeur de ces différents audits, surtout les entreprises qui sont déjà certifiées, qui ont des certifications opérationnelles. Donc, il ne peut pas ajouter cette charge à d'autres charges côté mobilisation des équipes et du temps. Donc, c'est intéressant de s'approprier le label, le référentiel, de l'intégrer dans des processus opérationnels pour pouvoir optimiser et aussi pour pouvoir assurer l'adhésion de toutes les parties concernées. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions et interrogations. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Taïbi pour cette présentation et sur votre intervention toujours claire et surtout engagée. Donc bien sûr, je pense qu'on va revenir avec des questions par la suite après l'intervention de Tassi Diori et que je donne tout de suite la main. Merci Sitazi. Merci. Je tiens à remercier les participants à ce webinaire pour leur présence et leur intérêt. Je tiens à remercier, remercier Sitaïbi pour son habituelle disponibilité et sa présentation qui était claire du référentiel. Donc, pour ceux qui me connaissent, je fais partie du collège des experts de Tijara 2020. Je suis microbiologiste de formation avec une spécialité en virologie moléculaire. Je dirige un laboratoire d'agroalimentaire et aussi un cabinet de conseil sur tout ce qui est qualité et sécurité alimentaire. Le titre de mon intervention il est un petit peu, je ne vous cache pas, un petit peu prétentieux parce que comment réussir l'implantation. Donc, en fait, je vais plus m'attarder à vous présenter un peu les points forts, comment donner un petit exemple et quels sont les points bloquants et qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer et compromettre cette implémentation du label Tahsin. Donc voilà l'agenda que j'ai prévu pour cette présentation. Donc on va voir la démarche labellisation Tahsin, l'implantation. Quels sont les points qui sont importants? Je ne vais pas revenir sur ce que CTIB a déjà dit. C'est Diori, excusez-moi de vous interrompre. Oui. En fait, votre présentation est zoomée, donc on voit vraiment une partie uniquement de la présentation. Ah bon? Ça va mieux? C'est parfait. C'est bien? Tout à fait, c'est bon. OK, donc je vais parler un peu de la démarche. Comme je vous disais, je ne vais pas rentrer en détail sur ce qui a été dit, mais plutôt donner quelques exemples sur l'implémentation, les étapes, la cellule sanitaire qui est très, très importante, analyse des risques. Un exemple, identification des points critiques, mesure des modalités, formalisation d'un protocole sanitaire aussi comme exemple, et le retour d'expérience, comment l'état d'esprit il a évolué depuis, bien sûr, le démarrage de la pandémie, depuis la mise en place du label Tahsin, l'évolution des mesures prises et quelques préconisations. Alors,
quand on parle d'une démarche qualité à mettre en place, bon, bien sûr, il y a différentes approches. Moi, je voulais être vraiment simple. Pour ce label Tahsin, quelques éléments. Bien sûr, il y a l'engagement de la direction qui a été cité et on va le voir au niveau de la nomination de comité sanitaire. Il y a une partie, et c'est ce qui rend un peu, c'est ce qui un peu décourage les gens, surtout certains que j'ai accompagnés. Bon, c'est tout ce qui est rédaction, tout ce qui est process, tout ce qui est protocole sanitaire. Donc là, à un moment donné, il faudrait rédiger, il faudrait mettre la main à la pâte et rédiger certaines procédures, rédiger certains modes opératoires. Tout ça doit être validé par un comité qui comprend bien sûr médecin de travail, le comité qualité, sécurité, hygiène, environnement et l'inspection du travail et l'implication. Donc, comme il est spécifique dans le référentiel, bien sûr, c'est des parties prenantes au niveau de la mise en place du système. L'autre partie importante, tout ce qui est signalétique, équipement et aménagement, ça aussi, c'est quelque chose qui est, je ne dirais pas nouveau, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué dans notre situation avec toute cette pandémie. Ça va de gel, ça va des tapis désinfectants, bien sûr, carrément des marquages au sol, des affiches un peu partout, des affiches pour sensibiliser les gens à où ils vont rentrer, où ils ne vont pas rentrer. Donc, c'est toute une... c'est assez lourd, mais bon, c'est obligatoire parce que finalement, c'est obligatoire même au niveau des commissions du ministère du Travail, bon, des inspections de travail, des différentes autorités qui viennent, ben, ils vérifient tous ces aspects-là pour voir est-ce que c'est respecté ou pas. La sensibilisation et la formation sur les risques sanitaires, sur les bases de cette pandémie et bien sûr la mise en œuvre et le suivi. Donc, c'est un peu ça, la démarche simplifiée et les étapes clés. Juste pour parler du comité sanitaire, le comité sanitaire se doit d'être multidisciplinaire, donc bien sûr avec différents intervenants. On a parlé tout à l'heure bien sûr d'un médecin de travail, du comité hygiène, sécurité, qualité. On parle bien sûr d'un représentant de la direction qui est obligatoire pour prendre les bonnes décisions et fluidifier les choses. Et comme il a si bien dit, c'est une obligation parce qu'il a l'obligation de protéger ses employés et son personnel. Donc, c'est vraiment une obligation. Donc, on a le comité sanitaire qui devient un peu le comité du pilotage du plan de prévention. Ce comité aussi se doit de remonter les informations d'une manière assez rapide, parce que là, surtout cette pandémie, je pense que là, vous serez tous d'accord avec moi et on l'a tous testé, on est une course contre la montre, on doit s'assurer qu'il n'y a pas souhaiter qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il n'y ait pas de cas positifs dans notre entourage, mais s'il y en a, ben, il faudrait réagir rapidement et surtout que ça se disperse pas. Donc, si on a des gens qui sont proches du terrain, si on a des gens qui sont réactifs dans ce comité-là, donc ça va atténuer l'impact. Représentant de la direction, bien sûr, et la mise en place et les deux crises, bien sûr, et dans le comité sanitaire, et éventuellement la nomination de référent sanitaire. Ce référent sanitaire doit avoir cette responsabilité de comprendre le plan sanitaire, coordonner avec les différentes autorités, les services de santé, le contact avec les médecins, avec le laboratoire éventuellement pour les tests et pour faciliter les tests et faire éventuellement s'il y a des tests sporadiques qui se font durant une période, comment gérer les contacts et autres. Et ce référent peut éventuellement avoir des suppléants en fonction, bien sûr, des structures. On a travaillé avec des structures où il y avait pas mal de sites, des mini ou des grands sites, mais
tous, ils avaient un suppléant, si j'ose dire, de référent sanitaire. Donc, c'était lui le point contact, le point focal pour rentrer en contact avec les autorités qui sont autour du site concerné, bien sûr, avec le référent qui était centralisé au niveau, par exemple, direction ou au niveau central. Donc, l'importance aussi de ce suppléant qui est sur le terrain et proche de l'équipe, ben, il va pouvoir contrôler en permanence sur le terrain, il va pouvoir sensibiliser et veiller à ce que toutes les précautions qui ont été prises en compte soient mises en place, s'assurer que éventuellement, s'il y a des cas, comment les gérer, comment les isoler et appliquer les procédures, bien sûr, pour ces isolements-là. La deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est l'analyse des risques. Bon, pour ceux qui sont habitués un peu avec l'agroalimentaire, c'est une analyse de risque type HACCP. Donc, on doit voir où est-ce qu'ils sont les dangers, voir quels sont les risques et s'assurer de quel est le processus ou quelles sont les mesures que je vais prendre pour limiter que ce risque-là apparaisse et affecte. Donc, je prends un processus de fabrication normal, ça va du transport, s'il y a un transport, l'entrée du personnel, le vestiaire, s'il y a un vestiaire pour changement des habits, le lieu de travail, le réfectoire pour le personnel, bien sûr, qui vont revenir au lieu de travail, repasser au vestiaire et sortir, reprendre le transport. Donc, grosso modo, c'est un peu toutes les étapes. Donc, si pour chaque entreprise, on doit décortiquer toutes ces étapes-là. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas, par exemple, de transport, ben, tant mieux. Donc, on va dire, il n'y a pas de transport, ils viennent par leur propre transport. Ou bien, si on veut compliquer les choses, ils viennent par un transport en commun. Là encore, à l'entrée du personnel, quelles sont les mesures qu'on va faire. Donc, pour chaque étape, entrée du personnel, vestiaire, les lieux de travail, les étapes et les processus au niveau du lieu de travail, on doit décortiquer les étapes et voir quels sont les dangers qui existent et quels sont les risques liés à ces dangers-là. Je prends un exemple ici, le risque, c'est la propagation de la contamination. Donc, c'est la mise en danger des personnes qui sont vulnérables, qui peut mener à l'arrêt de l'activité. Le danger, c'est la contamination par le virus. Bien sûr, le vecteur qu'on a, c'est de contamination. Qui c'est qui va transporter, qui c'est qui va ramener ce virus-là ou le faire propager? Ben, c'est l'homme. Est-ce que ça va pour l'analyse des risques? En tous les cas, s'il y a des questions, ben, on les verra après, juste après. On a déterminé des risques et des dangers, mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on sache quel est le risque, quels sont ces risques, et prendre chaque risque et dire est-ce qu'il est facilement détectable et quel est son niveau de gravité. C'est ce qui va nous donner cette criticité. Bien sûr, plus on est sur quelque chose qui est grave, plus on est sur quelque chose qui est difficilement détectable et plus on est dans le rouge, c'est cette zone qui est rouge et sur laquelle on doit mettre des mesures qui sont extrêmement strictes pour éviter l'apparition et la propagation, bien sûr, en ce qui concerne pour Tahsen, c'est le risque sanitaire. Donc, on doit identifier les points critiques et les points de contrôle à chaque étape, comme je viens de préciser. Je vais prendre l'exemple de transport. Donc, comment je vais éviter la propagation de la contamination? 1. Réduire les risques qu'une personne malade n'entre dans le véhicule. Pardon. Donc, je prends ici l'exemple du transport. Je ne veux pas qu'il y ait une propagation. Donc, automatiquement, à l'entrée du transport du personnel, donc vraiment à cette étape-là, je vais sensibiliser en amont de rester chez soi en cas d'apparition de symptômes. Donc, vous voyez que la sensibilisation qu'on a parlé tout à l'heure, elle est importante et je voudrais m'assurer que les gens se prennent en charge à chaque fois qu'ils ont un signe, ben, automatiquement,
ils vont pas, ils vont rester chez eux. Bien sûr, la responsabilité aussi, elle peut être attribuée aussi au chauffeur du transport qui, lui, va interdire s'il voit une personne en train de tousser. Bien sûr, s'il voit qu'elle a de la fièvre, donc la prise de température, elle est obligatoire à l'entrée du bus. S'il voit des signes autres, donc il va interdire l'accès au bus. Deuxième risque, éviter qu'il y ait une contamination entre les personnes à l'intérieur du transport. Donc là, on va faire l'obligation du port de masque ou et éventuellement des visières. On doit réduire le nombre de personnes par bus. Il y en a qui parlent de carrément aller vers 50% de nombre de personnes. Éviter les croisements. Alors, éviter les croisements, ça veut dire on va faire une file, encore la même chose, une distanciation entre les personnes, ne pas se mettre tous ensemble pour accéder au bus et s'assurer que quand on va descendre du bus, ben, le premier entré, ben, il va se mettre au fond du bus et c'est le dernier qui va sortir. On va attendre que ça sorte pour éviter ce croisement et diminuer le plus possible ces croisements entre personnes et ce risque de contamination entre les gens. Et finalement, une bonne, par exemple, aération du bus et éviter éventuellement les climatisations au niveau du bus parce que ça va juste faire circuler et bien sûr faire transporter les virus d'une personne à l'autre. Troisième risque, éviter qu'elle ne contamine directement les autres personnes. Donc, aseptisation du bus. Pardon pour l'erreur, ce n'est pas du bus, du bus. Donc, on doit s'assurer qu'il y a une aseptisation avant et après chaque passage. C'est-à-dire, avant que les gens montent au bus, qu'il y ait une aseptisation au niveau du bus, des sièges et autres. Et quand il va les ramener au niveau de l'entreprise, ben, il y aura une aseptisation encore du bus. Alors, tout ça, avec ce qu'on a vu, avec l'analyse des risques, avec les mesures et les modalités, on va pouvoir fabriquer, mettre en place un protocole sanitaire. Bien sûr, le protocole sanitaire est une synthèse de ce qu'on a fait. Donc, le risque, c'est le transport du personnel. Donc, et le risque que j'ai au niveau du transport du personnel, c'est que j'ai des personnes qui sont infectées durant le transport, c'est-à-dire dans le bus. La criticité, donc on l'a évalué pour ce cas-là. C'est une évaluation qui va se baser sur, bien sûr, sur l'expérience, sur le vécu, sur l'impact, sur le bus, comment il est, sur les personnes que j'ai, donc sur pas mal de choses. Et c'est le comité qui va veiller à déterminer ses détectabilités et éventuellement cet impact. Nous, on a jugé bon, que c'était une détectabilité de 50% et un impact de 80% parce que quand même, il y a assez de risques à ce niveau-là. Donc, on est dans le rouge, suite au graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Les dispositions à prendre, bien sûr, sensibilisation en amont du personnel, et j'insiste du chauffeur, parce qu'éventuellement, il y a des entreprises qui sous-traitent cette partie-là de transport. Donc, finalement, ça doit devenir une partie extrêmement importante au niveau du cahier de charge de l'entreprise pour préciser à son transporteur de personnel de préciser quelles sont les mesures à prendre en termes de nettoyage, en termes de prise de température, parce que là, c'est le chauffeur qui doit le faire, avoir un thermomètre qui est conforme et qui prend la température, obliger les gens à porter des masques et éventuellement le chauffeur, c'est lui qui va être un peu le gardien de cette action-là et éventuellement les distanciations et j'en passe. Donc, on peut ajouter d'autres dispositions comme on veut. Les moyens et les ressources, ben, bien sûr, le thermomètre, les masques, les produits de désinfection, les gels alcoolisés, etc. Et l'enregistrement, ça serait sous forme d'une checklist éventuelle et bien sûr que le chauffeur pourra remplir, compléter par les températures, par le passage de la désinfection qui est bien effectué,
s'il remarque des incorrects, s'il a refusé quelqu'un, mais il doit le noter. Donc, c'est un enregistrement qui va aider à faire une traçabilité et une preuve comme quoi votre protocole sanitaire, il est bien fait et qui va être audité en interne et audité éventuellement en externe. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu toutes les étapes qui sont, que je vous ai résumé dans une situation. Tout ça va être fait sur toutes les étapes et sur toutes les activités de l'entreprise. Alors, comme petit retour d'expérience, alors déjà, on a constaté que il y a une sorte d'évolution de l'état d'esprit au niveau des entreprises. Au départ, on était dans des entreprises où, à la limite, il n'y avait pas de masque. Et quand il y avait des masques, ils étaient mal mis. Je pense que vous avez tous vu des gens avec le masque juste sur la bouche ou bien carrément sur le cou, avec l'excuse, écoutez, on n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à travailler et autres. On est passé à une autre étape où il y avait le port de masque qui était là, en plus d'avoir du gel. Parce qu'il y avait plus de contamination, on commence à avoir plus des gens qui sont contaminés et on commence à avoir dans l'entreprise des cas ou dans leur famille. Donc les gens commencent à s'inquiéter. Troisième étape, on dépasse la partie gel, masque, mais on est passé à la visière et on a carrément un vaporisateur pour désinfecter toutes les surfaces pour les opérateurs qui sont en train de travailler sur un Clark ou bien travailler sur un bureau ou n'importe quoi. Et à la fin, on est allé jusqu'à pousser la réflexion pour faire évoluer. Et dans les entreprises, je peux vous assurer qu'ils font ça, ils sont carrément avec des masques, des visières, des charlottes, du gel, des vaporisateurs et même des lingettes désinfectantes pour désinfecter toutes les surfaces qu'ils touchent ou avant qu'ils les touchent. Les causes, pourquoi il y a eu cette évolution? Avant, on n'était pas concerné, on ne se sentait pas, allez, ça n'arrive qu'aux autres, c'est juste une petite grippe, on fait attention. Moi, personne dans mon entourage, plus que ça, carrément, on disait que finalement, tout ça, c'est faux parce que personne dans mon entourage n'est infecté. Mais plus ça avance, on a des cas proches, on a des parents lointains, on a des cas carrément des parents proches, on a des collègues et c'est arrivé dans des entreprises que même ces personnes qui étaient même pas concernées, donc finalement, il y a carrément une évolution et même le label et sa mise en place dans ces entreprises-là, là, elle devient encore plus sévère et c'est ce que je vous disais ici. Et tout le monde est impliqué parce que là, ils sentent le danger arriver vraiment autour d'eux. Autre évolution des mesures, on avait des personnes, on a commencé par dire, les personnes vulnérables, ils restent travail à distance, quelques règles de distanciation au niveau de, pour ceux qui sont en présentiel, donc on a pu, comme je schématisais ici, des bureaux qui sont éloignés, chacun travaille dans son bureau. Plus ça évolue, plus après on dit, ah non, on va mettre plus des gens à l'extérieur qui travaillent, tout ce qui est administratif, tous ceux qui n'ont pas besoin d'être au bureau, ils ne viennent pas, ils travaillent en télétravail. Et aussi, on a réduit le nombre par pièce. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. On est arrivé jusqu'à un point de dire on dématérialise tous les flux, la majorité, et on évite d'avoir plus d'une personne par espace. Et tout simplement parce que dans un espace, si on n'est pas tous les deux, tout le monde avec des masques, même avec des masques et des situations, c'est du vécu qu'on a vu, des bureaux où il y avait 2-3 personnes avec des masques et il y a eu des contaminations, il y a eu des personnes qui étaient… quand il y a des cas dans des entreprises, ça devient extrêmement difficile de contenir la propagation et c'est le cauchemar parce que là, on est sur carrément un arrêt de l'activité
Et maintenant, on commence à réfléchir comment continuer l'activité. Comment on doit gérer. Et je pense que pour vous tous, chefs d'entreprise, c'est vraiment le cauchemar de dire demain, au lieu d'avoir tout mon personnel, ben, j'aurai des personnels dans des postes clés qui doivent être absents, rester pendant 14 jours minimum, sinon plus. 14 jours, c'est un minimum, mais on a vu des cas de 20-25 jours jusqu'à ce qu'ils aient cette positivité de test PCR. Donc, il faudrait partir carrément du principe qu'on est entouré de cas, pas obligatoirement symptomatiques, mais asymptomatiques. Donc, ils n'ont aucun signe, ils n'ont aucune fièvre, mais ils sont porteurs de virus. Donc, là, c'est là où la vigilance devient, il n'y a pas de situation où il n'y a pas de cas où on va dire c'est peu probable que mon collègue ou c'est peu probable qu'une personne X ou Y ait le virus. Non, tout le monde est, entre guillemets, un risque et un danger pour moi. Et bien sûr, la gestion de quelqu'un qui a un cas de virus, comme je viens de dire, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y en a que c'est 14 jours. Après ça, il faut passer les tests. Après ça, il faut s'assurer. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des répercussions et ils sont affaiblis par ce virus? Il y a des cas où ça se passe très, très bien. Bon, après ça, après leur quarantaine, ils reviennent et tout rentre dans l'ordre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ce retour-là, il faut le préparer. Il a été absent pendant une longue période et il faudrait qu'il reprenne et que ça continue. Alors là, juste pour conclure, quelques préconisations et quelques éléments qu'on a vus et de préciser que ce référentiel ou bien cette mise en place ou ce protocole-là, il est basé sur le fait que le plus important est la prévention. Donc, il faut mieux prévenir que guérir et s'assurer que ce qu'on a mis en place comme protocole sanitaire, il est efficace. Se positionner dans la situation la plus critique, le foyer peut démarrer n'importe quand. Donc, ce n'est pas de paniquer, mais je pense qu'on est dans une période de panique où il faut se dire le danger, il est partout. Il est partout et il est omniprésent. J'avais une réunion ce matin avec quelqu'un. Hier, il m'appelle, il me dit écoutez, je pense qu'on va reporter la réunion tout simplement parce que on a un cas au niveau d'entreprise. Alors que je lui parlais même pas 2 jours, tout se passait bien. Donc lui a passé son test, il a attendu ses résultats, il ne les a pas eus. On attend toujours le résultat. On a annulé des situations et qui vont bouleverser plein de choses. Donc, j'imagine l'entreprise, et pourtant, c'est des gens qui ont mis ce qu'il faut au niveau de leur entreprise. Mettre en distanciel en priorité les personnes à risque, ça c'est un minimum pour les protéger et pour se protéger soi-même. Développer la polyvalence et dématérialiser un maximum de flux documentaires. Si on a été préparé à l'avance, sinon, il n'est jamais dans tous les cas trop tard pour bien faire. Privilégier tout ce qui est télétravail, libérer le maximum d'espace, dans la mesure du possible, éviter de mettre plus d'une personne qui couvre la même fonctionnalité dans un même espace, tout simplement parce que si, au moins, ils ne vont pas se contaminer tous les deux, et là, j'aurai toute une activité qui va être handicapée ou à l'arrêt. Donc, au moins, si je peux les séparer, ça serait une bonne chose. Réduire au maximum les déplacements entre les personnes et entre les services. Mais vraiment, ça, moi, je dirais, ce n'est pas réduire, mais interdire. Carrément, il n'y a plus de raison d'aller d'un bureau à l'autre, de commencer à… Chacun reste sur son bureau, il y a le téléphone, il y a les mails. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer d'un bureau à l'autre. Basculer toutes les réunions en vidéoconférence, même si on est tous dans le même endroit, si on peut éviter les réunions en présentiel, on va éviter un risque inutile. Développer un vivier pour les opérationnels. Donc, aujourd'hui, avec des sociétés d'intérim et tout, on peut
développer, je parle des opérationnels qui sont sur le terrain, si on peut développer, s'assurer, avoir un petit vivier de personnel opérationnel, ça va éviter au cas où on a des contaminations. Tout ça, bien sûr, pour assurer une bonne continuité. Les références sanitaires, on doit les mettre à contribution pour développer une vigilance, mais en permanence. Et il n'y a pas vraiment, ces référents doivent être des gens qui seront intransigeants. Ne pas de choisir des gens qui vont, écoutez, ouais, ça, je peux laisser aller ça, il n'y a pas de problème si je vois quelqu'un avec un masque qui est en dessus du nez, si je le vois qu'il ne se lave pas les mains ou qu'il ne se désinfecte pas les mains, c'est pas grave. Non, c'est très grave. La situation aujourd'hui, elle est assez grave et si on ne met pas ces mesures-là, on ne peut pas s'en sortir. Mettre en place un protocole de dépistage continu et bien sûr des dépistages sporadiques éventuellement, parce qu'on ne peut pas, les dépistages, dans tous les cas, on peut se dépister aujourd'hui puis être infecté le lendemain, mais juste faire une sorte d'échantillonnage circulaire et voir comment on se comporte. Bien sûr, mettre en place le port du masque et tout dépend des activités. Il y en a qui mettent carrément les visières aussi, parce que là aussi, ça protège énormément. Ça protège et la personne qui a le visière, mais ça protège aussi l'interlocuteur. Et mettre en place un système de désinfection continue des locaux, ne pas attendre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les entreprises? Quand il y a un cas de Covid, là, on désinfecte. Je parle des infections des locaux avec les sprays. Je ne parle pas de l'exigence de cette norme-là, qui est dans le chapitre 7, c'est carrément la désinfection et aussi de passer à travers tous les endroits où on touche énormément, à savoir les poignées des portes, à savoir les rampes, à savoir bien sûr les tables de réunion et les autres locaux, le sol et tout. Donc, tous les endroits qui peuvent être désinfectés, mais je parle d'une désinfection des locaux avec les sprays. Et il y a aujourd'hui des sociétés qui se sont spécialisées dans ce travail. Donc, moi j'arrête là parce que là, je pense que j'ai trop parlé, comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions ou des commentaires, je suis à vous. Merci beaucoup. Merci, c'est Mounir. On est toujours friand à les remontées, les expériences du terrain parce que c'est les plus enrichissants. Maintenant, je vous laisse la main. Donc, j'ai une question de Moulay Abdelkader. C'est Abdelkader. Allô? C'est Alaoui. Si vous pouvez désactiver votre micro. Bon, en attendant que c'est Alaoui nous pose la question, bon, je commencerai à poser deux, trois questions. Après, libre à vous effectivement d'intervenir. La question se pose, ça veut dire par rapport à la campagne de vaccination qui se met en place et qui se dessine, est-ce que le contexte se prête toujours à un impératif d'une certification TARSEN? Donc ça, je poserai la question aussi bien à Séduré que à Taïbi. Et si quelqu'un qui n'a pas en place une démarche qualité, est-ce qu'il peut toujours mettre en place le label TARSEN? Donc ça, c'est mes questions. Et après, le micro est ouvert pour les autres. C'est Taïbi. Oui, on peut. Allez-y, c'est Taïbi. Oui, alors pour la première question, donc la vaccination, c'est dans le référentiel, ce n'est pas obligatoire, mais participer, on recommande aux chefs d'entreprise de participer à d'organiser des campagnes de vaccination. Comme disait Siduri tout à l'heure, on peut pardon, pas de vaccination, c'est dépistage, parce que la vaccination n'a pas été traitée dans le. Donc moi j'ai confondu le dépistage avec la vaccination. Au moment de Tahsen, on n'avait pas cette vaccination en main, donc on l'a pas abordé, mais je pense que c'est une mesure préventive.
le système s'améliore, il y aura des revues de direction. Donc, je pense que parmi les recommandations des revues de direction, c'est d'encourager les gens, il faut les sensibiliser à aller se faire vacciner, surtout que le vaccin, ce qui est annoncé, c'est gratuit, etc. Il y a beaucoup d'informations sur les médias sociaux qui découragent les gens à se faire vacciner. Donc, il faut une campagne de sensibilisation au sein de l'entreprise pour encourager les gens à se faire vacciner. Pour la deuxième question, bien sûr, le label CC en lui-même, c'est une certification à part. C'est-à-dire, on peut toujours, sans être certifié, sans avoir un autre système en place, on peut mettre en place le système. La norme il est facile, il est souple, il n'est pas compliqué. Donc, on l'a appelé bonne pratique, il n'a pas vraiment la forme d'une norme de processus. C'est une norme qui introduit des bonnes pratiques. C'est le contraire qui est vrai. Ça veut dire les gens qui ont déjà des systèmes en place peuvent intégrer dans le futur cette norme dans leur système pour ne pas alourdir la tâche. Mais les gens qui n'ont pas de tahsin, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas plutôt un système de management, ils ont mis en place tahsin sans difficulté. Donc voilà, en ce qui concerne la Diori peut compléter, bien sûr. Oui, alors, moi pour la première question, pour le vaccin, alors je tiens juste à préciser que le label Tahsin il est vraiment approprié parce que comme on a dit, comme il a dit si bien Setaïbi, c'est une mesure préventive. Donc il faut le prendre comme une mesure préventive. Donc on met des systèmes. Attention, le vaccin, quand on sera vacciné, il va prendre 3 semaines. Déjà, on est vulnérable. Et après les 3 semaines, pour avoir la deuxième dose, on va rester vulnérable. Le plus grave, c'est qu'on ne va pas tous être vaccinés en même temps. C'est que si on est vacciné, donc on est dans les meilleurs des choses, c'est qu'on va être vacciné, immunisé. Alors là, c'est encore plus grave. On peut être contaminé par le virus et être contaminant pour les autres, tout en ayant notre système de défense. Nous-mêmes, notre système de défense va être impeccable, il n'y a pas de problème parce qu'on aura l'immunité, mais on risque de contaminer les autres. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'on va être vacciné et ça y est, on est sorti de l'auberge et tout est beau. Donc, c'est pour ça que je dis, le label Tahsin pourrait être d'actualité, il est encore d'actualité pour, je dirais, 4, 5, 6 mois après la fin des vaccinations. Si les vaccinations vont prendre 3 mois, donc il faudrait prendre un autre 3 ou 4 mois après. C'est pour ça que je dis, il est encore d'actualité. Pour le système qualité, je rejoins CTB, on n'a pas besoin d'avoir un système qualité. Si on l'a, ça va faciliter les choses, mais si on ne l'a pas, il n'y a pas de problème et au contraire, ça va juste… le label est un système en soi, il est bien fait et les exigences sont assez claires. Alors, j'ai une question de Lucien. Alors, il pose la question si les désinfectants doivent se faire chaque semaine ou est-ce qu'il y a un protocole particulier à suivre? Si Houssine, je profite de l'occasion pour rappeler que c'est Abdelkader Alaoui nous rejoint et il a demandé la main justement pour intervenir. Donc, il est de retour. Très bien. Merci, je m'excuse, j'avais un problème de micro, donc j'ai dû quitter puis revenir. Voilà. Donc, Alaoui Mouli Abdelkader, le président de la Fédération nationale de la minoterie. Donc, je remercie infiniment CTIB et Mounir pour leur exposé respectif et qui sont très riches. Vous savez que le secteur de l'agroalimentaire est l'un des secteurs qui sont les plus astreints à obéir aux normes de sécurité, de salubrité sanitaire et alimentaire. En ce qui concerne notre secteur particulièrement, nous sommes un secteur qui a commencé déjà la normalisation depuis les années 90 avec les services du ministère du Commerce et de l'Industrie. Notre secrétariat général il est tenu au niveau de l'ONICL. Ma question est la suivante. Donc, vous savez qu'au niveau des industries alimentaires, la majorité, les grandes industries, sont tous… Aujourd'hui, l'ONSA exige un certificat de sécurité sanitaire et alimentaire et ça reprend à peu près toutes les diligences et toutes
notamment le HACCP, donc l'ISO 9001, donc l'ISO 22000. Et est-ce qu'on ne se retrouve, on va pas se retrouver dans une redondance de certification? Et donc, avant, c'était les 9001, puis il y a l'ISO 22000, et puis il y a la sécurité sanitaire alimentaire, donc au niveau de l'ONSA, et aujourd'hui, il y a TAHSIN, et toutes ces normes, et tous ces systèmes de certification se rejoignent un peu quelque part. Donc, quid de l'ISO 22000, quid du certificat donc délivré par l'ONSA Sécurité sanitaire alimentaire? Quelle valeur ajoutée donc une unité industrielle va gagner en se labellisant encore TAHSIN, puisque tous les processus, donc la cartographie des processus au niveau de toutes les unités, elles sont connues, donc les contaminations croisées dont on parlait tout à l'heure, et maintenant elles sont là avec le Covid. Et donc pour moi, en quoi servirait encore TAHSIN si moi je suis ISO 22000, si je détiens un DAS, si j'ai toutes les normes, si donc audité chaque année, qu'est-ce que ça m'apporterait en tant que minotier ou en tant que semoule? Merci. Merci pour la question, c'est Taïbi. Oui, je me permets de répondre, Sidi Alaoui. Donc, merci beaucoup, Sidi Alaoui, pour cette question pertinente. Malheureusement, vous n'étiez pas avec nous au début. Donc, nous, on a proposé au début pour les gens qui ont déjà une certification 22000 ou la 9000 ou la de tout simplement d'intégrer un processus sanitaire dans leur système de certification. D'accord? D'accord. Une certification de TAHSIN, ce n'est pas commercial. C'est une certification sanitaire. Ce sont des bonnes pratiques. Je pense que le chef d'entreprise aujourd'hui qui ne trouve pas, on est en train de sensibiliser, c'est qu'il ne trouve pas de valeur ajoutée. Ça veut dire que toutes les questions sanitaires sont effectivement prises en charge dans le cadre de ce que vous dites. Ce n'est pas la peine qu'il adhère à TAHSIN. Mais moi, je vous dis non, parce que moi, je connais les normes. Les gens qui sont dans la 22000, ils sont orientés vers la sécurité des denrées alimentaires. Donc, le risque de contamination et le risque de protection, les mesures d'essentiation, tout ça n'est pas pris en charge. Ça veut dire que la norme est orientée vers un risque dirigé vers les denrées alimentaires. Donc, la norme, elle est fidèle à son principe pour la 22000. HACCP, ce sont des dangers liés aux produits alimentaires. Quels sont les dangers de contamination du produit alimentaire? Aujourd'hui, nous sommes devant un autre cas. Malheureusement, on n'attendait pas, on ne veut pas qu'il se répète. Ça veut dire qu'il y a des gens, des personnes qui sont porteurs de virus. Et que, je complète les gars Simone tout à l'heure, pour les gens vaccinés, on serait vacciné, mais on serait toujours des porteurs et des vecteurs. Donc le vaccin ne va pas supprimer cette, je dirais entre parenthèses, cette qualité ou ce rôle. Donc, le TAHSIN, c'est un outil proposé pour maîtriser les risques sanitaires. S'il y a un moyen de le faire autrement, ce n'est pas une obligation. Et ça ne vous sera pas exigé par le client ou par l'autorité. Autre chose, TAHSIN, c'est une opportunité. Moi, sincèrement, même si on est derrière le label, je le défends en tant que quelqu'un qui est neutre. TAHSIN, ça permet aux chefs d'entreprise de mettre, tout à l'heure, vous auriez toute la volonté, mais vous avez des employés qui ne respectent pas les règles, qui peuvent ne pas les respecter. Je vous donne un exemple. Il y a des entreprises qui sont certifiées ISO 14001 l'environnement. Tout à fait. Et on trouve le non-respect total des exigences. Donc, elle a dit, TAHSIN يجي uniquement اللي كيقول لك وذكر على الذكرى تنفع المؤمنين. Sensibiliser, former, accompagner, prendre en charge. Si ça se fait ailleurs, donc TAHSIN n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est la maîtrise des risques sanitaires. Donc voilà, oui, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à vous? Là maintenant, j'ai compris qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait la Covid-19. Aujourd'hui, il va falloir donc compléter nos systèmes quand même préventifs et systèmes de certification par la sécurité effectivement sanitaire des employés, des contaminations et tout ce qui s'ensuit à l'intérieur de l'entreprise et éventuellement aussi à l'extérieur. Donc comment qui c'est qu'on doit contacter donc pour effectivement installer, formaliser cette norme, plutôt ce process?
Alors, pour la certification, c'est un référentiel de l'Imanor. Donc, marhaba bikoum, Okhti Babrizo. D'ailleurs, avec la FNM, je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant, nous avons une convention. Donc, je l'ai Tout à signée fait. moi-même. C'est pour Je ça l'ai que- signé bien sûr. moi-même avec Silelj à l'époque. Donc, on a signé une convention pour travailler ensemble. Et nous Tout l'avons à fait. suivi par une convention qui regroupe la FNM, l'Imanor et le ministère de l'Industrie pour labelliser Exact. le couscous. Pour labelliser le couscous. Donc, c'est Tout à l'occasion de parler de Hassan au couscous, de manger le Donc, couscous. De manger. donc, on doit mettre à jour cette. Oui, donc c'est l'occasion de manger le couscous dans des conditions sanitaires maîtrisées. Donc, c'est ça Tout à le fait. Tout à fait. sensation, Inch'Allah. Avec plaisir, c'était. مرحبا بك السي علي بغيتي شي انفورماسيون على رسول العين. Très bien. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous. Et nous remercions donc Tijara 2020 d'avoir organisé le webinaire. C'est très, très, très intéressant. Je remercie si Wajih Swehi à l'occasion. Alors, merci. Alors, il reste plus ou moins à peu près 10 minutes pour un peu rentrer dans le timing. Il est 1h30. Donc, et j'ai d'autres questions, effectivement, qui vont à peu près dans le même sens. Est-ce que le label Tahsil peut être adapté pour d'autres crises sanitaires ou seulement pour la Covid-19? Donc, je ne sais pas si Oui, c'est... alors, comme j'ai dit, on n'a pas appelé le titre le Covid. On a dit que c'est pour les bonnes pratiques sanitaires. Ça veut dire l'idée, et si vous voyez dans l'identification, dans le plan de prévention, identifier les risques sanitaires. Donc, on recommande les Ikhwan Kulloum, une fois, Inch'Allah, il y a Covid-19, il faut intégrer ce label ou ce référentiel dans les systèmes existants pour toujours parler de sécurité des employés, parler de l'environnement, mais parler également des risques sanitaires. Ça n'existe pas, mais si ça existe, on aura un outil qui permettra de les prendre en charge. Donc, effectivement, ça rentre aussi dans le cas de la question, est-ce que ça rentre dans la continuité d'un ISO 22000? C'est effectivement une complémentarité à ce type de certificat. Alors, j'ai une autre question. Si vous permettez, juste sur ce point-là, les gens, c'est Taïb l'a bien expliqué, je voudrais juste rebondir. Parce que quand on parle d'un référentiel, on parle de qu'est-ce qu'il gère. L'ISO 22000 gère la sécurité des denrées alimentaires. Donc, c'est un système de management de la sécurité alimentaire. L'ISO 9001, c'est un système de management de la qualité. Le 14000, c'est un système de management de l'environnement. Ce système, ce guide de bonnes pratiques qui est Tahsin, va gérer les risques sanitaires. Donc, ce risque sanitaire n'est pas géré par l'ISO 22000. Par contre, pourquoi on dit ça va être facile pour quelqu'un qui a l'ISO 22000 parce qu'il a la base, il a cette structure qualité. Il sait c'est quoi un audit interne, il sait c'est quoi une revue de direction, il sait c'est quoi une analyse de risque et il va l'adapter au niveau sanitaire. Donc, on ne va plus parler parce que ce risque-là ne touche pas les aliments, mais il touche les personnes. Et on voudrait une continuité du travail des personnes. Je ne sais pas si c'est juste pour clarifier cette question-là. Merci Simone pour cette précision, mais aussi parlons Maroc, réalité du Maroc. Même si c'est compatible avec 22 000, combien d'entreprises ont 22 000 au Maroc? C'est rien. Covid-19, ça touche tout, qu'on le veut ou non. Nous avons un client, Léo, Covid-19, qui nous impose des règles à respecter. Mais il y en a 22 000, nous n'avons rien. S'il y a un système de management qui peut intégrer le Tahsin, c'est l'ISO 45001 sur la santé et sécurité au travail. Donc, c'est une santé et sécurité au travail. Et là, nous avons moins de 40 entreprises au Maroc, tous certificateurs confondus, qui ont la 45001. Alors, soyons, Tahsin, c'est une simple étape où les gens qui sont très dimensionnés, ils peuvent absorber ce Tahsin dans le cadre de leur système. Donc, c'est un système qui est, c'est un système chabi, populaire. Il est destiné à tout le monde, donc il est populaire et à la portée de tout le monde. Très bien. Alors, j'ai une question un peu plus technique par rapport à la désinfection. Est-ce qu'elle doit se faire une fois par semaine ou est-ce qu'il y a un protocole particulier à suivre? Si Mounir est le mieux placé pour répondre. La désinfection fait le vaccin. D'accord? Fait le test plutôt. On peut faire le test aujourd'hui et être infecté demain. Donc la désinfection,
c'est occasionnel. Ça veut dire le protocole. Non, c'est une réunion, il faut désinfecter avant et désinfecter après. Vous avez un local fréquenté, il faut le désinfecter. Vous avez un véhicule à Simonir, et on a parlé de la présentation d'hier, pour le moyen de transport, il faut le désinfecter avant et après. Donc il n'y a pas de. C'est-à-dire, on peut désinfecter 10 fois comme on peut désinfecter une fois. Ça dépend de la fréquentation des lieux à désinfecter. Et pas, il n'y a pas une périodicité, parce que si on lance une périodicité, on va forcer le jeu et induire les gens en erreur. C'est lié à la présence humaine, la présence de porteurs de risque de porteurs de virus. Ben, très bien. Exactement, CTIB. Exactement, juste pour compléter, c'est la désinfection. Là aussi, on va faire une sorte d'analyse. Il faudrait qu'en fonction de l'activité, en fonction de la fréquentation de certains lieux, il y a des lieux où je dois les faire 3 fois par jour, il y a des endroits où je les fais 1 fois par jour. Et il y a des endroits où je dois les faire avant et après chaque utilisation. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire une désinfection, à part si Lucien parle de la désinfection totale de tous les locaux avec la désinfection des comment on appelle ça, qui viennent asperger avec comment on appelle ça là. C'est une brumisation. Voilà. Ok. Mais là. Lucien vient de quitter le binaire, il a d'autres prédispositions, donc il s'excuse par avance. Mais bon, je pense qu'il n'est pas là pour préciser un peu plus sa question, mais je pense que c'est plus lié avec les grosses interventions de désinfection. Hein. Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce qu'effectivement le vaccin va surseoir au protocole sanitaire actuel, en vigueur, ou vient-il en complément du protocole actuel? Je pense que la réponse que Simone fait la présentation d'hier, le vaccin, c'est-à-dire on se protège, mais on n'est pas sûr qu'on va protéger les autres. Donc, le protocole doit être toujours. C'est quand tout le monde est vacciné, on peut dire que tout est bon. Le protocole, mais aujourd'hui, puisque la vaccination n'est pas totale, donc il y a toujours lieu de respecter le protocole. Très bien. Eh bien, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre réunion. Donc, je voudrais laisser le mot au président pour conclure. Merci les amis pour votre contribution et surtout pour tous les points techniques et qui ont permis donc de nous éclairer sur la grande valeur ajoutée de ce label Tahsin. CTIB, merci infiniment pour votre temps. CTSI, merci pour la qualité de l'organisation et la qualité du contenu des interventions. Simonel, merci beaucoup pour votre contribution au sujet. Je souhaiterais aussi remercier toute l'équipe de Tijara qui a brillamment réussi à nous mettre autour de cette table virtuelle, je dirais, pour partager ce projet stratégique qui est dans le temps aujourd'hui et qui, à mon sens, va nous accompagner encore pendant quelques bons mois, le temps que, Inch'Allah, cette pandémie puisse s'estomper. Remercier tous les membres de Tijara et les auditeurs qui sont joints à nous durant quasiment 1h40 minutes. Ce que je voudrais dire, si vous le permettez, avec l'accord de Simonel, qui est expert en la matière, pour avoir, par curiosité intellectuelle, contacté Simonel après concertation avec CTSI pour avoir plus d'informations sur le sujet pour l'organisme commercial que je gère. J'ai compris, après maintes réunions, que le projet ou le label devait reposer sur 4 points majeurs, et c'est ma modeste compréhension du sujet. Tout d'abord, il y a un premier élément de fait et important à tous nos amis les membres qui sont autour de ce webinaire et à ceux avec qui on pourrait discuter ultérieurement. Il y a un premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un esprit qui s'installe au sein de l'entreprise, qui est basé sur un qualificatif, c'est la prise de conscience. Le label n'est pas un outil marketing, excusez-moi d'être cru, ni un outil, je dirais, de différenciation.
dans sa priorité. Sa priorité est réellement un outil de prise de conscience. La démarche proposée par Simoner et à travers les textes de Imanor et le projet de Imanor sont une valeur ajoutée pour pouvoir intégrer une prise de conscience au sein de l'entreprise. Le deuxième mot autour duquel que j'avais bien assimilé, c'est que ce process dispose d'outils pour pouvoir l'implémenter. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on a fait un effet miroir entre ce que nous a édicté le projet et ce que nous avions dans l'entreprise, et je suis certain que nous retrouvons tout cela partout, ce sont des outils qui sont déjà en place. Mais avec une valeur ajoutée à travers cette méthode, c'est qu'il y a une conscientisation de leur application et leur applicabilité. Le troisième élément, le troisième mot phare, c'est les moyens qui sont mis en place. Les moyens sont assez intéressants en dehors de la partie des moyens, de la prise de l'esprit, en dehors des outils que nous mettons en place. Il y a aussi des moyens pédagogiques, des moyens culturels qui se mettent en place. Et pour cela, c'est un excellent exercice pour accompagner une conduite du changement au sein des entreprises. Et enfin, le dernier élément que j'ai retenu, selon cette approche, c'est qu'il y a une méthode. Il y a une méthodologie qui nous permet, encore une fois, d'apporter une valeur ajoutée au quotidien à nos activités et nos comportements. Je l'ai essayé, je l'ai fait initier par les équipes RH au niveau de notre structure, sachant que, bien entendu, pour tout un chacun d'entre nous, au centre de nos préoccupations au quotidien. Je vous dirais que depuis le Covid et depuis le démarrage de ce processus, nous sommes sur un taux que nous venons d'identifier ce matin qui est à moins de 3% d'alerte au sein de l'entreprise, avec un effectif qui dépasse les 200 personnes. Cet indicateur, pour moi, est extrêmement intéressant, et c'est là où je voudrais faire partager une expérience en dernier mot, si vous le permettez. C'est que le fait de garantir une sécurité sanitaire aux collaborateurs, le fait de garantir un environnement sanitaire qui lui-même est garanti par un esprit, par des outils, par des moyens et par une méthodologie, permet de garantir une continuité de l'activité. Et donc, il n'y a pas une rupture dans la chaîne de production. Dans notre architecture, c'est une chaîne de production de services. Donc, il n'y a pas de rupture. Et alhamdoulilah, grâce à la conscientisation, grâce aux outils qui ont été apportés, grâce aux moyens qui ont été recommandés, grâce à la méthode qui a été apportée et qui a été déployée au sein des équipes à travers le groupe de travail, à travers les RH, à travers les relais, et au niveau régional et au niveau du siège, nous sommes aujourd'hui dans un environnement, Allahumma lakal hamd, qui est safe, qui est propre, qui permet de sécuriser l'environnement de travail de nos hommes, qui permet d'apporter un environnement sanitaire positif et favorable, et donc, par conséquent, l'entreprise en tant qu'entité ne connaît pas une rupture au niveau de sa chaîne de production. En tout cas, dans le cas de figure, c'est une chaîne de production de services. Voilà ce que je voulais dire sur le dernier mot. Honnêtement, j'invite tout un chacun à y apporter une activité beaucoup plus intéressante parce que, encore une fois, au-delà de la partie, je dirais, de certification avec un ensemble d'outils qui peuvent être éventuellement utilisés a posteriori pour le goodwill de l'entreprise, la priorité principale, c'est qu'à travers ce processus, il y a aujourd'hui un environnement sanitaire extrêmement positif et favorable, protégeant notre capital humain, qui est dans notre première priorité, et bien entendu, implicitement, n'impactant pas la chaîne de production de la distribution. Voilà les amis, merci infiniment pour votre intervention. J'espère qu'à Simoner, que ce que j'ai dit rentrait un peu dans le processus global que vous avez identifié avec l'aide et le support plutôt, de CTIB, que je remercie infiniment pour son temps, et avec l'espoir, Inch'Allah, qu'on puisse se voir de in situ et en présentiel dans des conditions beaucoup plus favorables. Bihaoulillah. Merci, Président. Merci, Hussein. Merci à tout le monde. Merci, CTIB. Merci. Merci à tous. Personnes présentes. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.